une des sociétés les plus civilisées du monde occidental. Et quand on regarde ce que les Normands ont fait en Normandie, en Angleterre et sur d'autres terrains, c'est quand même vraiment digne de célébration sans hésitation. Alors, première raison, je suis normand. Là, ça fait 14 ans que j'habite aux États-Unis, à New York. Mais toute notre famille, Lacoudre, vient de Normandie. Et ma mère est anglaise. Et son nom de jeune fille, le nom de son père, était Diman, qui est également d'origine normande. Donc on peut imaginer que ça remonte à assez loin côté anglais. C'est vrai qu'en étant loin de la France, loin de la Normandie, le fait de réaliser cette présence incroyable du vocabulaire français, et notamment normand, dans la langue anglaise, permet de rappeler à chaque moment cette connexion avec la Normandie, alors même quand on est de l'autre côté de l'Atlantique en fait. Tout a commencé avec l'invasion d'Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, en 1066. Et donc Guillaume, duc de Normandie, parle le normand, et quand il débarque en Angleterre, il est opposé à un roi, une aristocratie, une armée, enfin un peuple qui parle en gros allemand, enfin un dialecte germanique qui a été importé par les tribus germaniques, les barbares, les Angles et les Saxons, qui ont envahi l'Angleterre au moment de l'effondrement de l'Empire romain. Donc c'est une langue 100% germanique qui est parlée, à l'époque on appelle ça le Old English. Et donc Guillaume le Conquérant, bien sûr, prend le pouvoir, est couronné à l'abbaye de Westminster au jour de Noël 1066, et il n'est pas question pour lui et pour ses barons d'apprendre le Old English. Et le français, le normand, devient la langue officielle du royaume d'Angleterre. Alors on a une première série d'exemples de mots normands qui sont présents en anglais et qui sont des mots qui étaient propres aux Normands, donc qui n'existaient pas en français. Par exemple, to improve en anglais, qui vient du verbe improver, c'était un verbe normand, qui n'existait pas à Paris, si vous voulez. Sinon, on a beaucoup d'exemples de mots français qui étaient repris en normand avec une orthographe différente. Alors par exemple, papier, s'écrivait papé en normand, et ben paper, papé, c'est le même mot. Donc là, on a le mot normand avec l'orthographe normande. Donc là, on a plein d'exemples comme ça. People, people, qui vient de peuple. En fait, P-E-O-P-L-E, c'est comme ça qu'on écrivait peuple en Normandie. Et donc c'est un mot qui a été intégré tel quel avec l'orthographe normande en anglais. Et puis le troisième groupe, si vous voulez, de mots normands fortement présents en anglais, sont des mots qui correspondent à un accent normand. Et du coup, il engendre une orthographe différente, en tout cas lorsqu'il est intégré en anglais. Alors là, on peut citer deux exemples d'accent, si vous voulez. Le premier exemple, c'est intéressant, c'est le C latin. C'est transformé en che à Paris et a été conservé en que en Normandie. Donc un char à Paris, c'était un car en Normandie, et donc ça a donné when you drive your car, vous drivez votre char. Enfin, vous parlez normand. D'accord ? Alors là, vous avez toute une série de mots comme ça en che que. Donc la roche, c'est la roque, la pochette, c'est la pocket, la planche, c'est la planque, le charpentier, c'est le carpentier, carpenter, la cloche, c'est la cloque, etc., cloak. Alors le deuxième accent qu'on peut mentionner, c'est le W d'origine germanique, d'origine franche, enfin franc, et que à Paris on a transformé en gueux. Donc le prénom William, par les Normands est conservé, et en français c'est Guillaume. Alors là vous avez toute une série de mots, comme par exemple la guerre, ça se prononçait guerre à Paris, ware en Normandie, et évidemment ça a donné war en anglais. Le guerrier c'était le guerrier en normand, donc warrior en anglais. Et puis la garantie c'est la warranty, enfin la warranty en Normandie, warranty en anglais. Et puis après, les Anglais qui ont continué à incorporer des mots français bien après l'arrivée des Normands, puisqu'on estime à peu près 10 000 le nombre de mots français qui ont été incorporés pendant le Moyen-Âge, donc là avec une forte influence normande, et à peu près 12 000 mots français incorporés pendant la Renaissance, et puis à peu près 3 000 mots au 18e, 19e jusqu'aux années 70. Ça, c'est une très bonne idée, effectivement. Si l'enseignement
de l'anglais aux Têtes Blondes en France pouvait être axé sur cette présence insoupçonnée, incroyable et d'une richesse extraordinaire de la langue française au sein de l'anglais, et alors en plus on peut rajouter à ça effectivement une connotation normande, ce serait une révolution. Et d'ailleurs c'est un peu l'objet du livre qui se présente sous forme de livre scolaire un peu, c'est bien l'idée, c'est de faire prendre conscience au public français que d'abord apprendre l'anglais c'est très simple parce que les règles grammaticales anglaises sont d'une simplicité évangélique par rapport aux règles françaises, et surtout encore une fois parce que les Français connaissent, alors ils ne le savent pas, c'est ça le problème, mais ils connaissent la moitié du vocabulaire anglais. Et d'ailleurs en réalité, plus vous utilisez du vocabulaire français en anglais, plus vous élevez votre niveau d'anglais en fait. Au lieu de dire big, vous pouvez dire immense, considérable, monumental. Vous avez des mots absolument insoupçonnés, inattendus. Vous pouvez dire vitupération, vous pouvez dire massacre, vous pouvez dire ignoble, répugnant. Alors il faut connaître là, c'est repugnant, ignoble. Voilà, c'est que du vocabulaire extrêmement riche français. Alors sur le normand, bien sûr, on pourrait absolument, pour inciter, susciter un intérêt vers le normand et faire cette connexion avec l'anglais en disant mais vous savez, en apprenant le normand, vous apprenez l'anglais, et donc du coup, qui est quand même, mine de rien, la langue la plus parlée au monde. Donc ce succès planétaire de la langue anglaise constitue un hommage indirect à l'histoire et à la culture française, et plus particulièrement à l'histoire et à la culture normande. C'est intéressant comme question. Moi je le vois avec ma famille anglaise, et je vois par exemple que la perception du sujet des mots français en anglais est très différente par le public américain et le public anglais. Le public américain, d'une certaine façon, l'anglais était la langue du colonisateur, et ça l'amuse plutôt vivement de réaliser que la moitié de l'anglais est du français. Ce qu'ils ne savaient pas du tout, et donc voilà, il y a un élément de surprise et ils trouvent ça agréable, ça les intéresse vraiment. Les Anglais sont un petit peu surpris, ça les agace, c'est la réalité. On leur a appris, donc un certain nombre, la majorité sont de bonne foi, on leur a appris à l'école que la moitié de l'anglais était du latin, donc tout à coup on leur dit non, non, c'est pas du latin, c'est du français, donc là ça les surprend. En réalité, les Anglais, même aujourd'hui, alors même que l'invasion de l'Angleterre par la Normandie a complètement transformé l'Angleterre, on peut dire, allez, on va être un peu chauvin normand 3 minutes, on peut dire que grâce à l'arrivée de Guillaume le Conquérant et de ses barons en Angleterre, alors ça s'est fait dans le sang, hein, il y a eu des révoltes qui ont été réprimées de façon terrible, mais en réalité, on peut dire que la Normandie à l'époque était une des sociétés les plus civilisées du monde occidental, et à l'inverse, la société anglaise des Saxons était plutôt pas très évoluée, et donc ça a été un choc culturel énorme. Et les Normands ont transformé le pays, ils ont transformé la langue, mais pas seulement la langue, ils ont transformé les institutions, ils ont apporté l'architecture, il n'y avait rien avant, ils ont fondé des monastères, des abbayes, enfin voilà. Bon. Il n'empêche que pour beaucoup d'Anglais, c'est toujours vécu cet événement de façon négative. Et donc pour beaucoup d'Anglais, le vrai anglais, c'est l'anglais germanique, c'est pas l'anglais français. Oui, alors les Américains, surtout ceux qui ont un certain âge, sont quasiment tous, enfin en tout cas ceux que je connais à New York, d'abord se sont tous rendus en Normandie, sur les plages de débarquement. Il est rare qu'un Américain aille en France sans aller en Normandie. Et donc quand vous parlez aux Américains de la Normandie, vous leur dites que vous êtes normand, tout de suite ça change complètement la relation. Donc ça c'est un aspect important. Ah oui, ça me semble important. Vous voyez là, on est à Paris, je travaille beaucoup sur des investissements internationaux, franco-américains. Voilà, on est un peu dans la mondialisation sous l'angle juridique en ce qui me concerne, mais on voit bien que les gens ont besoin de cet enracinement, cette proximité avec un terroir. D'ailleurs, même aux États-Unis, c'est assez marrant parce qu'il n'y a pas ce passé médiéval avec une division liée à la féodalité, mais c'est assez rigolo, ils ont des municipalités qui font partie de comtés, de counties. Et puis toutes leurs équipes de foot sont très liées à un territoire en réalité, donc on s'aperçoit que même dans des pays nouveaux, hein, enfin du Nouveau Monde, il y a ce besoin de se recentrer sur une zone particulière, vous voyez. Et oui, non, évidemment, alors quand on vient en vacances en France avec les enfants, la famille, on va en France, mais évidemment, en réalité, on va dans une région. C'est
un aspect qui me touche, puisque ma mère, qui est anglaise, comme on l'a dit, a habité en fait à Paris à partir de l'âge de 18 ans, et en fait elle a fait sa carrière à l'UNESCO. Et donc c'est une organisation que je connais bien. J'ai même été photographe pour l'UNESCO pour photographier les sites du patrimoine mondial pendant une dizaine d'années. Et oui, je pense que par définition, alors quand on pense au patrimoine, notamment le patrimoine architectural par exemple, forcément le patrimoine architectural est régional. C'est-à-dire qu'une abbaye romane normande, c'est une abbaye romane normande. L'architecture civile, religieuse ou militaire, à travers les régions françaises, elle est d'une variété extraordinaire, mais c'est parce que cette architecture, pour prendre cet exemple d'architecture, après il y a le culinaire, il y a plein d'autres choses, mais elle est régionale. Et donc c'est tout à fait normal, me semble-t-il, qu'une organisation comme l'UNESCO se penche sur les particularités culturelles régionales. C'est difficile de mieux faire. C'est vraiment l'outil idéal pour ça. Et c'est vraiment une grande joie pour moi d'être le parrain cette année de la fête des Normands 2018. Car oui, je trouve que c'est vraiment une très chouette idée.